Aujourd'hui, il existe de plus en plus d'espèces privatisées ou réservées aux femmes. Des salles de sport non mixtes, des wagons réservés dans les transports, des safe zones. L'intention est compréhensible, répondre à un problème réel d'insécurité. Mais est-ce vraiment une solution durable ou cela dénoue-t-il le problème sans l'éradiquer, voire peut-il produire l'effet inverse? On va déconstruire tout ça ensemble. Avant de débuter, si tu t'intéresses au féminisme, suis le podcast sur Instagram et TikTok Vision Her 2025 ou sur Spotify et YouTube Vision Her. Pourquoi ce concept existe? Beaucoup disent « Pourquoi n'existe-t-il pas d'espace réservé aux hommes ?» Simplement parce que les violences faites aux femmes dans les espaces publics sont structurellement liées à des comportements agressifs, majoritairement masculins. Comme d'habitude, je vous ressors les mêmes statistiques, mais en France, 91% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes et environ 90% des victimes de violences sexuelles sont des femmes. Ces espaces naissent donc d'un constat réel. Les femmes ne se sentent pas en sécurité, et ce, à juste titre. L'intention de départ est donc souvent bienveillante, celle de protéger. L'insécurité n'est pas une fiction. Dans de nombreuses études, les femmes déclarent modifier leur comportement quotidien pour éviter d'être agressées ou harcelées dans l'espace public. Ce travail invisible s'appelle safety work, modification de trajectoire, hypervigilance, stratégie d'évitement, adaptation de leurs vêtements, qui montrent à quel point les femmes sont obligées d'adapter leur vie autour d'un danger socialement produit. C'est dans ce contexte que naissent les espaces réservés, comme une tentative de réponse immédiate à une insécurité réelle. C'est une intention compréhensible, mais une solution trompeuse. Et je vais être très claire ici, l'intention n'est vraiment pas mauvaise. Beaucoup de femmes se sentent vraiment plus en sécurité dans ces espaces. Et ce sentiment, il est légitime. Mais, en politique publique, une bonne intention ne suffit pas. Il faut regarder les effets réels, y compris ceux qui ne sont pas immédiatement visibles. Le problème, c'est que ces espaces ne s'attaquent pas à la cause des violences, mais uniquement à leurs conséquences. On part du principe que, puisqu'il y a des hommes violents, on va organiser la vie des femmes autour de cette violence. Et là, quelque chose bascule. Créer des espaces réservés aux femmes, c'est envoyer un message implicite, même s'il n'est jamais formulé ainsi. La violence existe, donc à toi de t'adapter. Et très vite, une autre idée s'installe. Si tu ne t'es pas mise dans l'espace prévu pour ta sécurité, c'est que tu as pris un risque, c'est de ta faute. On connaît déjà ce raisonnement. Pourquoi elle était dehors si tard? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle n'avait qu'à éviter cet endroit. Des études montrent que la création d'espaces dits sûrs peut renforcer la culpabilisation des femmes qui n'y ont pas recours, en donnant l'impression qu'elles avaient une alternative. La responsabilité va donc glisser doucement, de l'agresseur vers la victime. Et si on pousse les raisonnements un peu plus loin, une autre conséquence apparaît. Si les femmes ont besoin d'espaces spécifiques pour être en sécurité, alors l'espace public classique devient implicitement masculin. Et la présence des femmes y devient conditionnelle. Autrement dit, tu peux être là, mais à certaines conditions. Des rapports institutionnels sur l'urbanisme et l'égalité montrent que cette logique réduit la liberté de circulation des femmes, renforce la surveillance de leur comportement et installe une vision paternaliste de la sécurité. On ne reconquiert pas l'espace public, on l'abandonne partiellement. Un autre problème majeur, souvent sous-estimé, c'est le message culturel que ces dispositifs véhiculent. Il repose sur une idée dangereuse. Les hommes ne peuvent pas se contrôler. Donc, on sépare, on évite,
on contourne. Mais cette idée est fausse et extrêmement dangereuse. L'ONU Femmes et l'OMS rappellent que les violences ne sont ni naturelles ni inévitables, mais le produit de normes sociales, éducatives et culturelles. En acceptant la séparation comme solution, on renonce à la prévention, l'éducation, la responsabilisation. Il est aussi crucial de rappeler une chose. La majorité des violences faites aux femmes ont lieu dans la sphère privée. Conjoints, ex-conjoints, membres de la famille, proches. Les espaces réservés ne protègent pas des violences conjugales, ne protègent pas des violences intrafamiliales et ne changent rien au rapport de domination. Ils donnent l'illusion d'une réponse globale, alors qu'ils ne concernent qu'une partie très limitée du problème. C'est comme dire à un enfant harcelé « Cache-toi, tu seras tranquille ». Mais le harceleur, lui, n'est jamais interrogé. Enfin, il y a une question politique fondamentale. Où mettons l'énergie collective ? Les espaces réservés demandent des budgets, des infrastructures, des ressources humaines. Pendant ce temps-là, on investit trop peu dans l'éducation à l'égalité dès l'enfance, la prévention des violences, la formation des institutions, la sanction effective des agresseurs. Les chercheurs et chercheuses qui étudient les politiques de lutte contre les violences basées sur le genre insistent toutes sur une même idée. Se contenter de protéger les victimes ne suffit pas. Pour être efficaces à long terme, les politiques doivent aussi prévenir, changer les normes sociales, sanctionner les auteurs et mobiliser largement les institutions. C'est ce que des cadres d'analyse, comme le modèle des 7 P, mettent en avant. Et ça correspond à ce que je vous raconte ici. On ne pourra pas arrêter ces violences simplement en créant des zones où les femmes se mettent à l'abri. On apprend aux filles à se protéger, mais on n'apprend pas assez aux garçons à ne pas agresser. Pour conclure, les espaces dédiés aux femmes ne sont pas nés d'une mauvaise intention. Ils répondent à une peur réelle, vécue, documentée. Mais ils restent une réponse court-termiste, qui déplace le problème sans le résoudre, et qui risque de renforcer les inégalités qu'ils prétendent combattre. La véritable solution ne réside pas dans la séparation, mais dans la transformation profonde de nos normes sociales, dans l'éducation, dans la responsabilisation et dans le droit fondamental des femmes à exister librement dans l'espace public. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à liker, noter, commenter et partager pour donner de la visibilité au podcast. Je vous dis à bientôt, c'était Dini pour Vision Her.